Le Premier ministre Phạm Minh Chính préside la 8e réunion du Comité national sur la transition numérique. Le déploiement d'un nouveau système de négociation d'actions conforme aux normes mondiales devrait aider le Vietnam à élever le statut de son marché boursier. À l'approche de la saison chaude, de nombreuses solutions d'économie d'énergie dans la production et la vie quotidienne ont été mises en œuvre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce mercredi matin à Hanoï, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé la 8e réunion du Comité national sur la transition numérique. Le chef du gouvernement a mis l'accent sur 3 percées stratégiques actuellement menées par le Vietnam, notamment celles liées aux institutions, aux ressources humaines qualifiées et aux infrastructures, toutes jouant un rôle crucial dans la transition numérique. La priorité nationale de la transition numérique cette année est le développement de l'économie numérique reposant sur 4 piliers: les technologies de l'information, la numérisation des secteurs économiques, la gestion numérique et les données numériques. Le Premier ministre a donc demandé aux ministères, aux secteurs et aux localités d'accélérer la transition numérique dans les services de restauration, le commerce électronique et les paiements électroniques afin de renforcer la mise en œuvre de la sécurité sociale. La présidente par intérim de la République, Võ Thị Ánh Xuân, a reçu ce mercredi 24 avril à Hanoï l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, venu la saluer au terme de son mandat au Vietnam. Elle a hautement apprécié les efforts de l'ambassadeur Yamada Takio pour promouvoir les relations multiformes entre le Vietnam et le Japon. Elle a également félicité pour avoir coordonné et présidé l'organisation de nombreuses activités à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon. L'ambassadeur japonais a affirmé de son côté que la coopération entre le Vietnam et le Japon présente encore beaucoup de potentiel dans de nouveaux domaines tels que la haute technologie et les semi-conducteurs. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a signé la directive numéro 12 sur les solutions visant à promouvoir le développement socio-économique. L'une des tâches clés de la directive est de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour faire passer le marché boursier vietnamien du niveau de marché frontière au marché émergent d'ici 2025. Le projet de déploiement d'un nouveau système de négociation d'actions conforme aux normes mondiales à partir de mai devrait aider le Vietnam à atteindre cet objectif. Les sociétés de valeurs mobilières devraient passer au nouveau système de négociation KRX du 24 au 30 avril et le fonctionnement officiel débutera le 2 mai. La bourse exige que ces sociétés préparent de manière proactive les données pour la transition. Le processus de synchronisation garantira le bon fonctionnement des transactions de la bourse vietnamienne. Les applications en ligne seront également testées avant la transition. Les sociétés de valeurs mobilières ont également augmenté le capital pour soutenir les paiements aux investisseurs institutionnels étrangers selon les critères améliorés. Cela contribuera à réduire le ratio de la marge par rapport à la capitalisation boursière des investisseurs nationaux de 30% par rapport à la fin de l'année dernière. La baisse significative du ratio de marge par rapport à la capitalisation boursière laisse une grande marge de manœuvre au marché boursier. Pour moderniser le marché boursier, la solution proposée consiste à permettre aux sociétés de valeurs mobilières ayant une capacité suffisante d'offrir des services sans exiger que les investisseurs étrangers détiennent 100% des fonds avant de passer des ordres d'achat. Après la date limite de commentaires sur la solution proposée, nous la soumettrons au ministère des Finances pour approbation finale. Une fois approuvée, elle accordera aux investisseurs étrangers. Il s'agit d'une pratique courante sur les marchés du monde entier que vise le Vietnam. Les flux de capitaux des marchés émergents sont 200 fois supérieurs à ceux des marchés frontières. Ainsi, une fois que le statut du marché boursier sera passé au niveau supérieur, le flux de capitaux vers le Vietnam pourrait augmenter de 5 à 7 milliards de dollars.
et potentiellement atteindre environ 25 milliards de dollars d'ici 2030. Le bureau commercial du Vietnam à Singapour ainsi que plusieurs entreprises vietnamiennes participent en ce moment au Salon international de l'alimentation et des boissons FHA 2024 qui se tient à Singapour. Il s'agit d'une excellente opportunité pour les entreprises vietnamiennes de promouvoir le produit et de chercher des partenaires internationaux. Tout de suite, reportage réalisé par notre correspondant de l'AVTV à Singapour. La cérémonie d'ouverture du pavillon du Vietnam au salon a vu la participation de l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phước Dũng, ainsi que des partenaires internationaux. Cette année, les produits vietnamiens tels que les confiseries, les jus de fruits et le poivre sont présents sur 8 stands. Ils ont fait bonne impression auprès des visiteurs. Le Vietnam a apporté une contribution importante à cet événement. Vous fabriquez de nombreux produits de qualité et c'est une bonne occasion de promouvoir votre marque et de vous connecter avec des partenaires internationaux pour exporter des marchandises. Nous avons lancé une variété de produits de fruits en conserve et de sirop. Nous avons passé de nombreuses années à rechercher ces produits. Nos produits utilisent uniquement des ingrédients d'origine locale. Par exemple, très peu de marques fabriquent des produits à base de mangue en conserve. Selon l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, lors de cette foire, en plus de promouvoir des produits et de se connecter avec des partenaires étrangers, les entreprises vietnamiennes peuvent apprendre à transformer les aliments d'autres pays et comprendre les tendances mondiales dans ce domaine. J'espère que de nombreuses entreprises vietnamiennes participeront à des salons comme celui-ci. Les agences d'État et les associations soutiendront également les entreprises pour promouvoir les produits vietnamiens. L'événement de cette année devrait accueillir 60 000 participants avec 70 stands de produits venus de 50 pays et territoires du monde. Les entreprises vietnamiennes y participeront jusqu'au 26 avril. L'affectation des flux de transfert de fonds directs aux investissements dans les infrastructures par le biais de l'émission d'obligations est nécessaire pour que Ho Chi Minh Ville puisse résoudre son problème de pénurie de capitaux. Selon les experts, les envois de fonds vers le Vietnam sont importants et continuent de croître de manière importante. Au premier trimestre de cette année, les envois de fonds vers la ville ont établi un record atteignant près de 2,9 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 35% par rapport à la même période de l'année dernière. Cependant, les principales utilisations sont destinées à la consommation, à l'immobilier, à l'industrie et à l'agriculture, tandis que le système d'infrastructure nécessite des investissements importants. Les projets ferroviaires urbains de Hanoï ont été étudiés et développés il y a plus de 20 ans, mais les travaux piétinent. Les raisons de ce retard sont multiples, dont le coût d'investissement élevé et des procédures encore compliquées. Ces problèmes nécessitent des changements dans la mise en œuvre et des politiques pour achever les réseaux ferroviaires urbains comme prévu. La section souterraine de 4 km de la ligne ferroviaire 3 Nhon-Gare de Hanoï est toujours en construction, même si le projet a débuté il y a 14 ans. Selon le plan, il faudra attendre 2027 pour achever l'intégralité du parcours, alors qu'il était initialement prévu qu'il soit achevé en seulement 5 ans. Cependant, selon les experts, tirant l'expérience des lignes ferroviaires urbaines déjà déployées, Hanoï peut encore achever le déploiement de 9 lignes ferroviaires urbaines ainsi que celui de 3 lignes ferroviaires monorail comme prévu. Nous devons changer le modèle de gestion des investissements dans la construction en modifiant la gestion des coûts des intrants et en contrôlant les séquences et les procédures vers un modèle de contrôle des résultats. Nous pouvons donc atteindre notre objectif. Le capital d'investissement doit être approprié. Nous devons déterminer quel itinéraire effectuer en premier ou en dernier. Le déminage du site doit être terminé 1 à 2 ans à l'avance pour garantir les progrès. La loi sur la capitale est également en cours d'élaboration et de modification dans le but de créer un maximum de commodités pour le développement ferroviaire urbain. En conséquence, Hanoï se voit accorder la priorité pour appliquer le modèle de développement urbain associé au transport public,
dont le développement des lignes ferroviaires urbaines. Si le projet révisé de loi sur le capital est adopté, il entraînera certainement de grands changements. Hanoï bénéficiera de davantage de droits et d'une plus grande proactivité et flexibilité dans les décisions d'investissement. Il nous sera plus facile d'attirer des ressources pour mettre en œuvre ce projet de chemin de fer urbain. Hanoï concentre toutes ses ressources sur le développement ferroviaire urbain, dans le but de construire 200 km supplémentaires de voies ferrées urbaines d'ici 2035. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Une jeune Vietnamienne de 13 ans a été secourue après avoir été victime d'un trafic vers le Laos. Il s'agit d'un effort conjoint des gardes frontières de Ha Tinh et du département de prévention et de contrôle de la drogue et du crime des gardes frontières vietnamiens. La jeune fille est arrivée saine et sauve au poste frontière internationale de Co Treo dans la province de Ha Tinh et a reçu un soutien psychologique et sanitaire avant de retourner auprès de sa famille. La victime est originaire du district de Muang Ang, province de Điện Biên. En septembre 2022, la jeune fille a été victime d'une arnaque sur Facebook et a été trafiquée vers le Myanmar avant d'être vendue à une entreprise chinoise au Laos. En économisant seulement 2% de la consommation actuelle d'électricité, le pays tout entier pourrait économiser environ 5 milliards de kilowattheures d'électricité chaque année. Il s'agit d'un contenu important de la directive numéro 20 du Premier ministre visant à accroître les économies d'électricité au cours de la période 2023-2025 et des années suivantes. Pour accomplir cette tâche, de nombreuses solutions d'économie d'énergie dans la production et la vie quotidienne ont été mises en œuvre. La conversion de la technologie et le déplacement de la production des heures de pointe vers les heures creuses, telles sont quelques-unes des solutions qui permettent à cette entreprise d'économiser plus de 500 millions de dong sur sa facture d'électricité. Le matin de 9h30 à 11h30 et l'après-midi de 17h à 20h, nous arrêtons les machines. Pendant les heures creuses de la journée, nous fonctionnons à pleine capacité. En calculant le prix de l'électricité consommée pour une tonne de papier, nous avons économisé 3,1% sur les coûts d'électricité en 2023 par rapport à 2022. Selon le Centre national de répartition du système électrique, au premier trimestre de cette année, avec la forte reprise de l'économie, la demande d'électricité et la charge électrique du système électrique national ont augmenté de façon spectaculaire d'environ 10%. Il est prévu qu'au deuxième trimestre et pendant la saison chaude de cette année, la charge électrique augmentera de plus de 13%. Début avril, la capacité de l'ensemble du système électrique national a atteint 44 500 MW et la production a également atteint 925 millions de kWh d'électricité par jour. C'est également un grand défi pour le Centre national de répartition du système électrique dans les temps à venir, en particulier lorsque des vagues de chaleur frappent le nord du pays. La directive numéro 20 du Premier ministre énonce clairement les solutions et les objectifs de mise en œuvre pour chaque groupe de clients. Pour les entreprises manufacturières ayant une consommation d'électricité de 1 million de kWh par an ou plus, elles doivent fixer un objectif obligatoire d'économie d'électricité de 2% sur chaque produit, soit 2% de la consommation totale d'électricité pour toute l'année. Le rapport sur l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité montre que d'ici 2025,
Le déficit de production d'électricité pourrait atteindre plus de 27 milliards de kilowattheures. Si l'objectif du pays d'économiser environ 5 milliards de kilowattheures d'électricité chaque année est atteint, cela contribuera à réduire la pression du problème énergétique sur le développement économique. L'exposition Điện Biên Phủ, rendez-vous historique, a ouvert ses portes mardi après-midi au musée d'histoire militaire du Vietnam à Hanoï. L'exposition présente plus de 300 images, documents et artefacts. De nombreux documents, images et objets ont littéralement été rendus publics pour la première fois. Parmi les plus notables figure la conclusion du général commandant en chef Võ Nguyên Giáp lors de la conférence de l'état-major de la campagne de Điện Biên Phủ le 7 février 1954. Les mitrailleuses moyennes utilisées par l'unité combattante du héros B. Van Dan lors de la bataille du district de Mường Pùn dans la province de Lai Châu en décembre 1953 et la carte des troupes françaises de Điện Biên Phủ. L'exposition rend hommage aux victoires héroïques et aux sacrifices des martyrs dans la lutte pour la libération nationale. Elle restera ouverte jusqu'à fin mai. Au Vietnam, la pause déjeuner est souvent utilisée par les employés de bureau pour se détendre ou même dormir. Ces derniers temps, de plus en plus d'entre eux ont choisi de faire des exercices. Cela leur permet de maintenir une activité physique régulière tout en réservant leur soirée pour des moments de plaisir avec leur famille et leurs amis. Dans le reportage suivant, nous en apprendrons davantage sur cette tendance. Faire de l'exercice à midi est désormais une habitude chez de nombreux jeunes du monde entier. Des cours de yoga, de pilates ou de danse d'une durée allant jusqu'à 60 minutes sont des sports choisis par de nombreux jeunes. Saisissant cette tendance, juste après l'épidémie de Covid-19, Queen a organisé de nombreux cours de yoga à midi. Depuis l'ouverture, nos classes sont toujours pleines pendant les pauses déjeuner. Parfois, 16 à 18 personnes participent à un cours. Beaucoup pourraient penser que faire de l'exercice à cette heure est fatigant, mais ceux qui y participent sont très énergiques et joyeux. Pratiquant le yoga depuis près de 3 ans, Hạnh Nguyên passe presque toute sa pause déjeuner en semaine au gymnase. Grâce à cela, son dos lui fait beaucoup moins mal. J'avais l'habitude de sortir avec des amis pendant les pauses déjeuner. Cependant, suivre des cours de yoga est devenu un moment de repos pour mon esprit et mon corps. Après avoir terminé son quart de travail du matin vers 11h15, Mi a décidé de suivre un cours de danse au lieu de faire une sieste au bureau. Pour elle, faire de l'exercice 2 fois par semaine suffit à garder son corps actif et flexible. Le cours de danse ne dure qu'1 heure, mais je pense que c'est un moment de qualité pour mon corps et mon esprit. Cela m'aide à réduire le stress, à libérer mon énergie, surtout à améliorer ma santé. Pour Ma, la danse est sa passion depuis plus de 10 ans. Bien qu'elle soit enceinte de 5 mois, elle profite toujours des cours de danse le midi pour assouvir sa passion. Je suis employée de bureau et j'ai une famille, donc midi est mon temps libre pour moi. J'ai choisi la danse parce que c'est ma passion. Deuxièmement, le studio est proche de mon entreprise, donc les déplacements sont très pratiques. Mes cours de danse à midi ne durent que 60 minutes avec des exercices légers afin que les participants puissent se remettre au travail par la suite. Si votre corps et votre esprit sont en bonne santé, vous serez plus productif. Par conséquent, tout le monde devrait essayer de prendre le temps de faire du sport. Depuis plus de 100 ans, transmis de génération en génération, le tissage de natte est devenu un métier traditionnel du village de Điện Biên, dans la province de Đồng Tháp. Au fil du temps, ce métier de tissage de natte a été préservé et développé par les habitants. En 2013, il a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel national. Actuellement, il existe de nombreux produits de natte de différentes tailles et motifs, mais celles du village de Điện Biên restent les plus populaires. Ce métier traditionnel est la principale source de revenus pour de nombreux ménages et contribue à améliorer la vie des populations locales.
Situé à côté de la rivière Hậu, le village de Điện Yên est célèbre pour son métier de tissage de nattes depuis plus de 100 ans. Bien qu'ils exercent cette profession depuis de nombreuses années, personne ne sait depuis quand le tissage de nattes a commencé. Ce métier s'est transmis de génération en génération. J'ai appris à tisser des nattes auprès de ma grand-mère. Elle m'a appris à tricoter et tisser des nattes à la main. Je l'ai beaucoup fait donc j'y suis habituée. Dans ce village, chaque famille tisse des nattes. Nous en avons de nombreux types différents tels que des nattes en coton et des nattes blanches ou colorées. J'exerce ce métier depuis plus de 50 ans. Le tissage à la main est la méthode traditionnelle. La famille de M. Huỳnh Văn Chiến est l'une des rares familles à le faire encore à la main. Cette méthode nécessite la collaboration de 2 personnes. Les nattes sont produites en plusieurs étapes. Le fabricant doit être extrêmement méticuleux et prudent, du choix des matières premières à la teinture pour obtenir la couleur souhaitée, puis au séchage. En moyenne, nous fabriquons environ 2 à 3 pièces par jour. Nous tissons des nattes tous les jours. Rester assis longtemps nous fait mal aux genoux. Au fil du temps, de nombreux ménages comme celui de Madame Trần Thị Mạnh sont passés du tissage des nattes à la main au tissage à la machine. Cela contribue à augmenter considérablement la productivité. Le tissage à la main produit très peu de nattes. Mais le tissage mécanique permet d'augmenter la productivité de plus de 4 fois. Grâce à la technologie de tissage de nattes à la machine, de nombreuses usines de tissage de nattes ont vu le jour. Cet endroit fournit des nattes à de nombreuses provinces et villes à travers le pays, même à l'étranger. Nous transportons les nattes par camion et les vendons partout, même en Chine. Les tapis sont très pratiques à utiliser, donc que ce soit à la maison ou au bureau, vous pouvez les utiliser. Leur durée de vie est également très longue, 10 ans sans problème. Pour avoir une bonne natte, la qualité du carex joue un rôle très important. Avant, le village de Điện Yên possédait une zone de plantation de carex. Mais en raison des changements de terrain, le champ de carex n'existe plus. Il est désormais importé d'autres endroits. J'habite à Vinlong, mais je suis venu ici pour vendre du carex. Il me faut environ 5 à 7 jours pour vendre tous ces produits. Je vends du carex depuis 40 ans. C'est dans cette rivière que les matières premières sont transportées jusqu'au village de Điện Yên. Et c'est aussi d'ici que les nattes de ce village sont vendues dans tout le pays. Autrefois, les nattes étaient transportées par de grands bateaux et livrées dans toutes les provinces et pays voisins. Jusqu'à présent, les activités commerciales fluviales ont toujours lieu. Des vendeurs de carex comme M. Thi apportent aussi les nattes de Điện Yên vers d'autres lieux. J'ai apporté des nattes Điện Yên pour les vendre aux petits commerçants de ma ville natale. Les tapis ici sont beaux et très durables. Les artisans locaux savent teindre le carex de plusieurs couleurs. Au fil du temps, la production de nattes colorées devient progressivement plus populaire. Après teinture, le carex est mis à sécher. C'est le moment où le village de Điện Yên devient vibrant de couleurs. Ce travail n'est pas si pénible et apporte une stabilité économique à ma famille. Je ne veux pas exercer d'autre travail ni devoir quitter ma ville natale. Chaque maison du village possède une machine à tisser des nattes. Nous sommes heureux, car les nattes sont vendues et expédiées dans de nombreux endroits. Malgré de nombreux hauts et bas, les habitants du village de Điện Yên
conservent et développent encore le métier de tissage de nattes de leurs ancêtres. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.